Bonsoir. La nuit s'étend doucement autour de nous, une nuit propice aux questions silencieuses, à ces interrogations qui naissent dans le calme, quand le monde extérieur se retire et que l'esprit peut enfin se tourner vers l'intérieur. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration trouver son rythme naturel, sentez votre corps s'abandonner progressivement au repos, les tensions de la journée qui se dissolvent une à une. Ce soir, nous allons explorer ensemble un mystère étrange, un mystère que chacun de nous a ressenti sans pouvoir vraiment l'expliquer, cette sensation troublante que le temps change, qu'il s'accélère, que les années filent de plus en plus vite. Vous vous souvenez peut-être de vos étés d'enfance, ces étés qui semblaient ne jamais finir, où chaque journée contenait une éternité, où une semaine de vacances paraissait aussi longue qu'une année entière. Et puis, quelque chose a changé. Imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus nettement, le temps a commencé à accélérer, les semaines se sont mises à glisser comme du sable entre les doigts, les mois à défiler comme les pages d'un livre qu'on feuillette distraitement. Aujourd'hui, vous vous surprenez peut-être à dire « Déjà Noël ? Déjà le printemps ? Comment sommes-nous déjà en décembre ?» Le temps semble s'emballer, s'échapper, fuir. Cette sensation n'est pas une illusion, ou plutôt, elle est une illusion très réelle, une transformation profonde de notre expérience du temps qui accompagne le vieillissement, qui touche presque tous les êtres humains et qui soulève des questions fascinantes sur la nature de notre conscience. Pourquoi le temps de l'enfance est-il si lent, si dense, si riche ? Pourquoi le temps de l'âge adulte s'accélère-t-il inexorablement ? Et surtout, y a-t-il un moyen de ralentir cette fuite, de retrouver ne serait-ce qu'un peu de cette lenteur perdue ? Le temps de l'enfance. Essayez de vous souvenir, revenez en arrière, vers ces premières années de votre existence. L'enfance possède une texture temporelle unique, une densité extraordinaire. Chaque journée semble contenir une infinité de moments, d'expériences, de découvertes. Une semaine d'école paraissait interminable. Les vacances d'été s'étiraient comme un continent à explorer. L'attente jusqu'à votre anniversaire ressemblait à une éternité. Ce n'était pas seulement une impression, c'était votre réalité vécue, votre expérience subjective du temps. Pourquoi cette lenteur ? La réponse commence par un mot simple mais profond, nouveauté. Quand vous étiez enfant, presque tout était nouveau. Chaque jour apportait son lot de premières fois. La première fois que vous avez vu la neige, la première fois que vous avez goûté une fraise, la première fois que vous avez entendu une symphonie. Votre cerveau était constamment en état d'alerte maximale, absorbant chaque détail, encodant chaque expérience avec une précision extraordinaire, parce que tout était important, tout était significatif, tout devait être appris. Cette nouveauté perpétuelle créait une densité mémorielle intense. Vos journées étaient remplies d'événements distincts et mémorables, de moments qui s'inscrivaient profondément dans votre mémoire. Et cette densité mémorielle influence directement notre perception rétrospective du temps. Quand vous regardez en arrière vers une période de votre vie, la durée que vous lui attribuez dépend en grande partie de la quantité de souvenirs que vous en avez conservés. Une semaine riche en expériences nouvelles et variées semble plus longue en rétrospective qu'une semaine routinière et prévisible, même si objectivement, les deux ont duré exactement 7 jours. L'enfance, saturée de nouveautés, génère une profusion de souvenirs. Quand vous vous retournez vers ces années, vous voyez un paysage temporel, vaste et détaillé, parsemé de repères distincts, et cette richesse mémorielle crée l'impression d'une durée étendue. Il y a aussi la question de l'attention. Les enfants vivent intensément dans le présent. Ils ne sont pas encore accaparés par les soucis du futur ou les regrets du passé. Leur conscience est ancrée dans l'ici et maintenant, avec une plénitude que les adultes ont souvent perdue. Observez un enfant qui joue. Il est complètement absorbé, totalement présent.
le monde extérieur disparaît, seul existe l'instant qu'il vit. Cette présence intense étire le temps subjectif. Quand toute votre attention est concentrée sur le moment présent, ce moment semble durer plus longtemps, il prend du volume, de la substance, de la profondeur. Et parce que les enfants vivent ainsi la plupart du temps, leurs journées paraissent plus longues, plus pleines, plus réelles. Il existe également un facteur émotionnel. L'enfance est une période d'émotions intenses et variées. La joie d'un cadeau, la tristesse d'un jouet cassé, l'émerveillement devant un arc-en-ciel, la peur d'un orage. Ces émotions fortes agissent comme des marqueurs mémoriels. Elles rendent les expériences plus saillantes, plus faciles à encoder et à rappeler. Une journée émotionnellement riche laisse une trace mnésique profonde et contribue ainsi à l'impression rétrospective de durée. L'enfance, avec ses montagnes russes émotionnelles, crée un paysage temporel accidenté et mémorable. Enfin, il y a la question des proportions. Cette explication est peut-être la plus vertigineuse. Pour un enfant de 5 ans, une année représente un cinquième de toute son existence, 20% de sa vie entière. C'est une proportion énorme. Pour une personne de 50 ans, une année ne représente qu'un cinquantième de sa vie, 2% seulement, une fraction bien plus petite. Selon cette théorie, appelée parfois la loi logarithmique du temps, nous percevons les durées non pas de manière absolue, mais de manière proportionnelle à notre âge. Chaque année supplémentaire devient une part, de plus en plus petite, de notre vie totale, et donc semble passer de plus en plus vite. C'est comme mesurer des distances. 1 kilomètre semble long quand on en a parcouru seulement 10 dans sa vie. Il semble court quand on en a parcouru des milliers. Il y a aussi quelque chose de plus subtil dans l'expérience temporelle de l'enfance, une forme de perception sensorielle différente. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau de l'enfant traite l'information à un rythme différent de celui de l'adulte, non pas plus lentement dans le sens d'une déficience, mais avec une cadence différente. Imaginez 2 caméras filmant la même scène, l'une capturant 30 images par seconde, l'autre 60. Celle qui capture plus d'images enregistre plus de détails, plus de moments intermédiaires. La séquence finale semble plus longue, plus riche. De manière similaire, le cerveau de l'enfant pourrait capturer plus de moments perceptifs par unité de temps objective, créant une expérience subjective plus dense, plus étendue. Cette densité de traitement diminuerait progressivement avec l'âge, à mesure que les circuits neuronaux deviennent plus efficaces, mais aussi plus sélectifs, filtrant davantage, laissant passer moins de détails. Et puis, il y a le rôle de la curiosité. Les enfants sont naturellement curieux, constamment en train d'explorer, de questionner, de chercher à comprendre. Cette curiosité maintient leur esprit activement engagé avec le monde. Elle crée une interaction riche et constante avec l'environnement. Et cette richesse d'interaction se traduit par une richesse d'expériences temporelles. Chaque question posée, chaque exploration menée, chaque mystère contemplé devient un événement mémorable, un repère dans le temps. Avec l'âge, la curiosité ne disparaît pas nécessairement, mais elle devient souvent plus sélective, plus focalisée. Nous ne nous étonnons plus de tout. Nous avons développé des explications pour la plupart des phénomènes quotidiens. Et cette perte partielle d'émerveillement contribue à l'aplatissement de l'expérience temporelle. Tous ces facteurs se combinent, s'entrelacent, créent cette texture temporelle unique de l'enfance, cette lenteur dorée que tant d'adultes regrettent. L'enfance est un temps lent parce qu'elle est un temps nouveau, attentif, émotionnellement intense, proportionnellement immense, perceptivement dense, curieux. Mais cette lenteur ne peut pas durer. Inévitablement, quelque chose change. Le passage vers l'âge adulte. Il n'y a pas de moment précis où le temps commence à accélérer, pas de frontière nette
entre le temps lent de l'enfance et le temps rapide de l'âge adulte. C'est une transformation graduelle, presque imperceptible au début, qui s'installe progressivement au fil des années. L'adolescence marque souvent le début de cette accélération. Les années de lycée passent plus vite que celles de l'école primaire. L'université file encore plus rapidement. Et ensuite, la vie professionnelle semble se dérouler à une vitesse vertigineuse. Que se passe-t-il ? Le premier changement majeur concerne la nouveauté, ou plutôt sa diminution. En vieillissant, nous accumulons de l'expérience, nous construisons un répertoire mental de situations, de lieux, de sensations, et progressivement, le monde devient plus familier, plus prévisible. Les premières fois se raréfient, la première neige, la première baignade dans l'océan, le premier baiser, le premier jour de travail, ces événements marquants qui jalonnaient l'enfance deviennent plus espacés. La vie commence à ressembler à une série de variations sur des thèmes déjà connus, plutôt qu'à une succession de découvertes radicalement nouvelles. Et notre cerveau, cette machine d'optimisation extraordinaire, réagit à cette familiarité en mode économie d'énergie. Quand vous faites quelque chose de nouveau, votre cerveau est en état d'attention maximale. Chaque détail est noté, analysé, mémorisé. C'est coûteux en énergie mais nécessaire pour l'apprentissage. Mais quand vous répétez une action devenue familière, votre cerveau peut passer en pilote automatique. Il n'a plus besoin d'encoder chaque détail. Il peut se contenter d'une représentation schématique, d'un résumé. Cette économie cognitive est très efficace. Elle libère des ressources mentales pour d'autres tâches, mais elle a un effet secondaire troublant sur notre perception du temps. Les expériences routinières, traitées en mode automatique, laissent moins de traces mémorielles distinctes. Elles se fondent les unes dans les autres, deviennent indifférenciées. Et quand vous regardez en arrière, cette période vous semble compressée, parce que vous n'avez conservé qu'une poignée de souvenirs saillants au milieu d'un océan de routines. Le rôle des routines est crucial dans cette accélération du temps. La vie adulte est largement structurée par les routines. Se lever à la même heure, prendre le même chemin pour aller travailler, accomplir les mêmes tâches professionnelles, rentrer chez soi, dîner, dormir et recommencer. Ces routines ont leur utilité, elles réduisent la charge cognitive, rendent la vie quotidienne plus gérable, créent un sentiment de stabilité et de contrôle. Mais elles ont un coût temporel. Une semaine de routine ressemble à toutes les autres semaines de routine. Elles s'empilent dans la mémoire comme des copies quasi identiques et leur nombre semble se réduire par compression. Avez-vous déjà remarqué comme il est difficile de distinguer un mardi d'un autre mardi, un jeudi d'un autre jeudi? Quand les jours se ressemblent, ils perdent leur individualité, ils cessent d'être des événements distincts pour devenir de simples unités de temps interchangeables. Il y a aussi un phénomène psychologique appelé la chunking temporelle, le regroupement temporel. Notre mémoire fonctionne en créant des blocs, des morceaux d'informations regroupés ensemble. C'est plus efficace que de stocker chaque élément séparément. Quand vous pensez à votre semaine de travail, vous ne vous souvenez probablement pas de chaque heure individuellement. Vous vous souvenez de la semaine comme un bloc, peut-être avec quelques moments saillants qui émergent. Cette compression mémorielle est utile. Elle permet de gérer l'immense quantité d'informations que nous rencontrons, mais elle raccourcit rétrospectivement le temps vécu. Une année de travail peut être compressée en quelques blocs mémoriels, quelques projets importants, quelques réunions marquantes, quelques interactions significatives. Le reste disparaît dans un flou indistinct. Et quand vous regardez en arrière vers cette année, elle semble courte parce que votre mémoire n'en contient que quelques morceaux. L'attention aussi change avec l'âge. Les adultes vivent rarement pleinement dans le présent. Leur esprit est constamment divisé, préoccupé par les obligations futures, les projets en cours, les soucis professionnels, les responsabilités familiales. Pendant que vous accomplissez une tâche, une partie de votre esprit est déjà en train de planifier la suivante. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement dispersé.
Cette dispersion attentionnelle dilue l'expérience du présent. Le moment que vous vivez n'est plus vécu pleinement. Il est parcouru distraitement et donc moins profondément encodé en mémoire. Le résultat est une vie vécue en surface, en demi-présence, où les jours passent sans vraiment être vécus, sans laisser d'empreinte profonde. Et cette vie en surface accélère subjectivement le temps. La technologie moderne amplifie ce phénomène. Les smartphones, les notifications constantes, le flux incessant d'informations, tout cela fragmente encore davantage notre attention. Nous vivons dans un état de distraction perpétuelle. Notre esprit saute d'une chose à l'autre sans jamais vraiment se poser, sans jamais vraiment s'immerger. Cette fragmentation attentionnelle crée une expérience temporelle désarticulée, une série de moments brefs et superficiels, plutôt qu'un flux continu d'expériences profondes. Et ces moments fragmentés, peu mémorables individuellement, se fondent en un flou temporel, contribuant à l'impression que le temps file. Les émotions également changent. Non pas qu'elles disparaissent, mais elles deviennent souvent plus tempérées, plus contrôlées, moins extrêmes. L'adulte apprend à réguler ses émotions, à ne pas se laisser submerger, à maintenir un équilibre. C'est une compétence précieuse, mais elle a aussi pour effet d'aplatir quelque peu le paysage émotionnel. Les joies sont plus mesurées, les tristesses plus contenues, les émotions moins saillantes et donc moins efficaces comme marqueurs mémoriels. Une vie émotionnellement plus stable laisse moins d'aspérité dans le paysage temporel, moins de repères distinctifs et contribue à cette impression de temps qui file. À tout cela s'ajoute un facteur psychologique subtil, l'anticipation. Les enfants anticipent constamment Noël qui approche, les vacances qui arrivent, l'anniversaire qui se rapproche. Cette anticipation étire le temps. L'attente semble longue. Les jours qui précèdent un événement attendu paraissent ralentir, s'allonger. Mais en vieillissant, nous anticipons moins. Ou plutôt, nous anticipons différemment. Nous ne nous projetons plus avec la même intensité vers des moments de joie spécifiques. La vie devient plus continue, moins ponctuée d'événements fortement attendus, et cette continuité rend le temps plus fluide, plus rapide. Il y a également le phénomène de la densité des jalons biographiques. Les premières décennies de la vie sont riches en transitions majeures, entrée à l'école, adolescence, premier amour, permis de conduire, études supérieures, premier emploi, premier appartement. Ces transitions créent des chapitres distincts dans notre vie, des périodes clairement délimitées avec un début et une fin, et cette structure narrative enrichit notre perception du temps écoulé. Mais après un certain âge, les transitions majeures se raréfient, la vie se stabilise, s'installe dans une certaine continuité. Il y a moins de nouveaux chapitres, moins de changements radicaux, la ligne narrative devient plus droite, moins accidentée. Et cette absence de jalons clairs contribue à la compression mémorielle. Quand il n'y a pas de frontières nettes entre les périodes, elles se fondent en un continuum indistinct. Tous ces changements s'accumulent, se renforcent mutuellement, créent cette accélération progressive du temps ressenti qui caractérise l'âge adulte. La nouveauté se raréfie, les routines se multiplient, l'attention se disperse, les émotions s'aplanissent, l'anticipation diminue, les jalons biographiques s'espacent et le temps commence à fuir. Mais pour vraiment comprendre ce phénomène, il faut plonger plus profondément, explorer les mécanismes neuronaux qui sous-tendent notre perception du temps. Les horloges du cerveau. Le temps n'existe pas vraiment dans notre cerveau, pas comme une dimension physique mesurable. Il est construit, fabriqué, assemblé à partir de multiples processus neuronaux. Notre expérience du temps est une création mentale, une illusion utile qui nous permet de naviguer dans le monde, de planifier nos actions, de comprendre les relations de cause à effet. Mais comment exactement
Notre cerveau construit-il cette expérience du temps? Il n'y a pas d'horloge centrale dans le cerveau, pas de structure unique qui battrait comme un métronome et mesurerait le passage des secondes. À la place, le temps émerge de l'activité coordonnée de multiples régions cérébrales, chacune contribuant à différents aspects de notre perception temporelle. Le cortex préfrontal joue un rôle crucial dans la perception des durées, dans notre capacité à estimer combien de temps s'est écoulé, à planifier des actions dans le temps. L'hippocampe, cette structure essentielle pour la mémoire, encode la séquence temporelle des événements. Il crée une sorte de ligne du temps personnel, une chronologie de notre vie. Les ganglions de la base participent à la perception du rythme et du timing moteur. Ils nous permettent de coordonner nos mouvements dans le temps. Le cervelet aussi contribue, particulièrement pour les durées courtes, de l'ordre de la milliseconde à la seconde. Et puis, il y a les oscillations neuronales, ces rythmes électriques qui parcourent le cerveau, ondes θ, alpha, gamma, chacune avec sa propre fréquence, et qui pourraient servir d'horloge interne pour différentes échelles temporelles. Mais au-delà de ces mécanismes, ce qui fascine vraiment, c'est la malléabilité de notre perception du temps. Le temps subjectif n'est pas uniforme, il s'étire et se comprime selon les circonstances, selon notre état mental, selon ce que nous faisons. Vous l'avez sûrement expérimenté, une heure passée à attendre dans une file d'attente semble interminable, une heure passée en conversation passionnante s'envole en un instant. Ce que les neurosciences révèlent, c'est que ces variations ne sont pas de simples impressions, elles reflètent des changements réels dans le fonctionnement cérébral. L'attention est un facteur clé. Quand votre attention est focalisée sur le passage du temps lui-même, comme lorsque vous attendez impatiemment, le temps semble ralentir. Chaque seconde est notée, mesurée, vécue consciemment. C'est comme si votre cerveau échantillonnait le temps plus fréquemment, prenant plus de mesures, créant plus de moments distincts et donc une impression de durée plus longue. À l'inverse, quand votre attention est absorbée par une tâche captivante, vous cessez de surveiller le temps. Votre cerveau n'échantillonne plus aussi fréquemment, les moments se fondent les uns dans les autres et le temps semble s'accélérer. L'état émotionnel influence également la perception temporelle. La peur ralentit le temps. Dans des situations de danger, le temps semble se dilater. Tout se passe au ralenti, comme dans un film. Ce phénomène a été étudié expérimentalement. Des personnes faisant un saut en chute libre ressentent que la chute dure plus longtemps qu'elle ne dure réellement. Cette dilatation temporelle pourrait être un mécanisme adaptatif. En situation de danger, le cerveau passe en mode hyper-vigilant. Il traite plus d'informations par unité de temps, encode plus de détails et cette densité de traitement crée une impression de temps ralenti. À l'inverse, dans un état de relaxation profonde, le temps peut sembler s'écouler plus rapidement ou même disparaître complètement. Avez-vous déjà médité et perdu toute notion du temps? La nouveauté aussi affecte notre horloge interne. Face à quelque chose de nouveau, le cerveau augmente son taux de traitement. Il doit analyser, comprendre, encoder. Cette activité accrue crée plus de souvenirs et rétrospectivement, la période semble avoir duré plus longtemps. C'est pourquoi le premier jour, dans une nouvelle ville, semble s'étirer à l'infini. Chaque rue est une découverte, chaque bâtiment une nouveauté. Le cerveau est en mode acquisition maximale. Mais le 10e jour, dans cette même ville, file déjà plus vite. Les lieux sont devenus familiers. Le cerveau peut se mettre en pilote automatique. Il existe aussi un phénomène fascinant lié à l'âge et à la vitesse de traitement neuronal. Avec le vieillissement, la vitesse à laquelle les neurones communiquent entre eux tend à diminuer légèrement. Les réactions deviennent un peu plus lentes, le traitement de l'information un peu moins rapide. Certains chercheurs ont proposé que cette diminution de la vitesse de traitement pourrait contribuer à l'accélération subjective du temps. L'idée est la suivante. Si votre cerveau traite l'information plus lentement,
Il capture moins de moments par unité de temps objective. Il prend moins d'instantanés de la réalité. C'est comme un appareil photo dont on diminuerait la cadence. Au lieu de prendre 30 images par seconde, il n'en prendrait plus que 20. La séquence finale semblerait plus courte, plus rapide. De même, un cerveau qui traite moins d'informations par seconde vivrait subjectivement le temps plus rapidement parce qu'il créerait moins de moments distincts. Cette théorie reste débattue, mais elle est intrigante. Elle suggère que l'accélération du temps pourrait avoir une base physiologique liée au ralentissement progressif de nos processus neuronaux. La mémoire joue également un rôle central, et ici nous retrouvons un élément clé. Notre impression de la durée d'une période est largement déterminée rétrospectivement par la quantité et la qualité des souvenirs que nous en avons conservés. Une période riche en souvenirs distincts semble longue en rétrospective. Une période pauvre en souvenirs semble courte. C'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe du temps vécu versus le temps rappelé. Dans le moment présent, une activité ennuyeuse peut sembler interminable. Vous regardez l'horloge toutes les 2 minutes, le temps s'étire péniblement. Mais en rétrospective, cette même période semble avoir passé vite, parce que vous n'en avez conservé presque aucun souvenir spécifique. Elle se compresse en un point minuscule dans votre mémoire. À l'inverse, des vacances peuvent sembler passer à toute vitesse pendant que vous les vivez. Les jours s'enchaînent joyeusement. Vous êtes tellement occupé à profiter que vous ne voyez pas le temps passer. Mais quand vous rentrez chez vous, ces vacances vous semblent avoir duré longtemps, parce que chaque jour a laissé des souvenirs distincts, des expériences uniques. Votre mémoire est remplie de moments précis, et cette richesse mémorielle crée une impression de durée étendue. Les neurotransmetteurs jouent également un rôle dans notre perception temporelle. La dopamine, ce messager chimique associé à la motivation et au plaisir, influence notre horloge interne. Des niveaux plus élevés de dopamine semblent accélérer notre horloge subjective. Le temps passe plus vite. C'est peut-être pourquoi le temps file quand nous faisons quelque chose de plaisant. Notre système dopaminergique est activé. À l'inverse, des niveaux réduits de dopamine ralentissent la perception du temps. C'est observé dans certaines pathologies comme la maladie de Parkinson, où le système dopaminergique est affecté. Avec l'âge, la production de dopamine tend à diminuer légèrement, ce qui, ironiquement, devrait ralentir le temps subjectif. Mais cet effet est largement compensé par tous les autres facteurs que nous avons évoqués, la diminution de la nouveauté, l'augmentation des routines, etc. Il y a aussi le rôle de la température corporelle. Des études ont montré que notre température interne influence notre perception du temps. Quand la température corporelle augmente, notre horloge interne semble accélérer, le temps passe plus vite, subjectivement. Quand elle diminue, le temps ralentit. Cela pourrait expliquer pourquoi les journées d'été semblent parfois filer plus rapidement que les journées d'hiver, bien que d'autres facteurs, comme les activités saisonnières et l'ensoleillement, jouent probablement aussi un rôle. Tout cela révèle quelque chose de profond sur la nature de notre expérience temporelle. Le temps n'est pas quelque chose que nous mesurons passivement, c'est quelque chose que nous construisons activement, à travers nos perceptions, nos émotions, nos souvenirs, notre chimie cérébrale. Et cette construction est malléable, flexible, sujette à d'innombrables influences. Votre état d'esprit change votre temps, votre environnement change votre temps, vos activités changent votre temps, votre biologie change votre temps. Le temps est, en un sens, une création personnelle, une œuvre d'art que chacun de nous sculpte différemment. Et comprendre cela ouvre une possibilité fascinante. Si le temps est construit, peut-être peut-il être reconstruit, peut-être pouvons-nous influencer notre perception temporelle, retrouver un peu de cette lenteur perdue. Ralentir le temps. Si l'accélération du temps ressenti n'est pas une fatalité biologique inévitable, si elle résulte en grande partie de nos modes de vie, de nos habitudes, de notre rapport au quotidien,
Alors peut-être existe-t-il des moyens de la contrer, de ralentir subjectivement le flux du temps. Non pas en modifiant le temps objectif, cela reste impossible, mais en transformant notre expérience subjective, en enrichissant la texture de nos jours, en créant plus de moments qui méritent d'être rappelés. Tim Ince, la première clé est la nouveauté. Si la routine compresse le temps, la nouveauté l'étire. Chaque expérience nouvelle crée un marqueur distinct dans votre mémoire, un repère qui donne de la substance à la durée. Cela ne signifie pas qu'il faille révolutionner votre vie, voyager constamment aux quatre coins du monde, changer de métier tous les ans. La nouveauté peut être beaucoup plus simple, plus accessible. Prendre un chemin différent pour aller au travail, essayer un nouveau restaurant, lire un livre dans un genre que vous n'avez jamais exploré, apprendre quelques mots d'une langue étrangère, écouter une musique inconnue. Ces petites nouveautés, intégrées régulièrement dans votre quotidien, créent des points de repère temporels. Elles brisent la monotonie. Elles donnent à chaque journée une saveur distinctive. Et cumulées sur des semaines et des mois, elles enrichissent considérablement votre paysage mémoriel. Elles ralentissent rétrospectivement le temps. La deuxième clé est l'attention. Réapprendre à être présent, pleinement présent, dans le moment que vous vivez. C'est peut-être l'intervention la plus puissante et aussi la plus difficile. Notre époque encourage la distraction, les notifications constantes, le multitâche, la stimulation perpétuelle. Nous avons perdu l'habitude de simplement être, sans faire, sans consommer, sans produire. Mais quand vous parvenez à ramener votre attention au présent, à vraiment habiter l'instant, quelque chose de remarquable se produit. Le temps ralentit, il prend du volume, de la densité. Essayez, lors de votre prochaine marche, au lieu de penser à votre liste de courses ou à ce mail que vous devez envoyer, concentrez-vous sur les sensations, le contact de vos pieds avec le sol, l'air qui entre dans vos poumons, les sons ambiants, les couleurs du ciel. Cette simple pratique transforme une activité automatique en expérience vécue, et une expérience vécue laisse une trace, crée un souvenir, contribue à ralentir le temps ressenti. La méditation est un outil puissant dans ce domaine. Non pas la méditation comme performance spirituelle, mais la méditation comme entraînement attentionnel, comme exercice de présence. Quelques minutes par jour, simplement assis, observant votre respiration, ramenant doucement votre attention quand elle s'égare. Cet entraînement renforce votre capacité à être présent dans les autres moments de votre vie. Il vous réapprend à habiter pleinement vos expériences et donc à les encoder plus profondément en mémoire. La troisième clé concerne les émotions. Réintroduire de l'intensité émotionnelle dans votre vie, non pas en créant du drame, mais en vous autorisant à ressentir plus pleinement. Laissez-vous émerveiller par un coucher de soleil, permettez-vous d'être ému par une musique, ressentez vraiment votre gratitude quand quelque chose de bien arrive. Les émotions sont des amplificateurs de mémoire, elles rendent les expériences plus saillantes, plus faciles à rappeler, et donc contribuent à ralentir le temps rétrospectif. La quatrième clé est la rupture des routines. Non pas l'abolition complète, les routines ont leur utilité, mais leur variation consciente. Si vous prenez toujours votre café de la même manière, essayez une variante. Si vous écoutez toujours le même type de musique en conduisant, changez. Si vous passez toujours vos soirées de la même façon, introduisez une nouveauté. Chaque variation crée un moment distinct, un jour qui ne ressemble pas exactement aux autres. La cinquième clé implique l'apprentissage. Apprendre quelque chose de nouveau active le cerveau d'une manière particulière. Cela vous force à être attentif, à vous concentrer, à encoder profondément. Peu importe ce que vous apprenez, un instrument de musique, une nouvelle compétence professionnelle, une activité artistique, un sport. L'apprentissage crée des périodes de tendance, riches en défis, en petites victoires, en moments de compréhension soudaine, et cette richesse ralentit le temps.
La sixième clé est la connexion sociale profonde. Les conversations superficielles glissent dans l'oubli, mais les échanges authentiques, les moments de réelle connexion avec d'autres êtres humains laissent des traces durables. Cultiver des relations profondes, prendre le temps de vraiment écouter, de vraiment partager, crée des moments mémorables qui étirent le temps. Et la septième clé, peut-être la plus subtile, est l'anticipation. Réintroduire des choses à attendre, des événements futurs qui vous enthousiasment, des projets qui vous donnent envie de vous lever le matin. L'anticipation positive étire le temps. Les jours précédant un événement attendu semblent plus longs et l'événement lui-même est vécu plus intensément. Planifiez des choses simples, un week-end quelque part, un concert, une exposition, un rendez-vous avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ces anticipations parsèment votre futur de jalons et rendent le temps moins uniforme, moins rapide. Il existe aussi une huitième clé, la photographie et le journal. Prendre des photos ne sert pas seulement à capturer des souvenirs. L'acte même de photographier vous rend plus attentif, vous force à remarquer, à cadrer, à choisir ce qui mérite d'être préservé. Cette attention accrue enrichit l'expérience du moment et la photo elle-même devient un ancrage mémoriel, un point de repère temporel. De même, tenir un journal, même brièvement, quelques lignes par jour, crée une chronologie consciente de votre vie. Quand vous relisez vos entrées, vous réalisez combien de choses se sont passées, combien de moments qui auraient pu être oubliés ont été préservés. Et cette conscience enrichit rétrospectivement votre perception du temps écoulé. La neuvième clé concerne le rythme de vie. Ralentir volontairement, pas tout le temps, mais créer des plages de lenteur intentionnelles. Manger plus lentement, en savourant chaque bouchée, en prêtant attention aux textures, aux saveurs. Marcher plus lentement, en observant votre environnement, en remarquant les détails que vous rateriez normalement. Parler plus lentement, en laissant des silences, en donnant du poids à vos mots. Ces ralentissements volontaires créent des îlots de tendance, des moments où vous sortez du flux habituel, et ces moments deviennent mémorables précisément parce qu'ils contrastent avec le rythme normal. Toutes ces stratégies ont quelque chose en commun. Elles combattent l'automatisme, elles réveillent la conscience, elles enrichissent l'expérience. Elles ne stopperont pas le temps, elles ne vous rendront pas votre enfance, mais elles peuvent ralentir significativement la fuite subjective des jours. Elles peuvent transformer une année qui aurait filé en un éclair, en une année dont vous conserverez de nombreux souvenirs distincts, une année qui, rétrospectivement, semblera avoir vraiment duré. Elles peuvent, en somme, vous donner plus de temps vécu, même si le temps objectif reste le même. Mais il faut être honnête, cela demande un effort. Il est plus facile de laisser la routine s'installer, de vivre en pilote automatique, de suivre le courant. Ralentir le temps subjectif requiert de l'intention, de l'attention, une certaine discipline douce. C'est choisir la présence plutôt que la distraction. C'est choisir la nouveauté plutôt que la facilité. C'est choisir l'engagement plutôt que le détachement. Et peut-être que ce choix en vaut la peine, peut-être que vivre plus pleinement chaque jour, même si cela demande plus d'énergie, est préférable à laisser les années filer sans les avoir vraiment habitées. Car au fond, de quoi avons-nous peur quand nous réalisons que le temps s'accélère ? Nous avons peur de la fin, de la mort qui approche, de la vie qui nous échappe. Mais peut-être que la vraie réponse à cette peur n'est pas de ralentir le temps, mais de mieux l'habiter, de transformer la quantité en qualité, de créer des moments qui comptent vraiment. Une vie courte mais pleinement vécue, intensément présente, riche en expériences mémorables, vaut peut-être mieux qu'une vie plus longue mais passée en surface, en demi-sommeil, en pilote automatique. Les zones d'ombre. Malgré toutes ces explications,
toutes ces théories, toutes ces stratégies, une part du mystère demeure. La perception du temps reste l'un des phénomènes les plus énigmatiques de la conscience humaine et nous sommes loin de tout comprendre. Il existe des variations individuelles considérables. Certaines personnes semblent moins affectées que d'autres par l'accélération du temps avec l'âge. Elles conservent une perception temporelle relativement stable tout au long de leur vie. Pourquoi ? Nous ne le savons pas vraiment. Peut-être une question de personnalité, de style de vie, de structure cérébrale particulière ou simplement de chance. À l'inverse, certaines personnes vivent une accélération particulièrement marquée, au point de créer une détresse réelle, une sensation angoissante que la vie leur échappe. Il y a aussi la question des pathologies. Certaines conditions neurologiques altèrent profondément la perception du temps. Dans la maladie de Parkinson, le ralentissement moteur s'accompagne parfois d'un ralentissement de l'horloge interne. Les patients sous-estiment systématiquement les durées. Ce qui devrait durer 1 minute leur semble durer 40 secondes. Dans certaines formes de dépression, le temps semble s'enliser, s'épaissir. Chaque minute devient pénible, interminable. À l'inverse, dans l'état maniaque du trouble bipolaire, le temps peut sembler accélérer vertigineusement. Les heures filent, les jours se télescopent. Ces variations pathologiques nous rappellent à quel point notre expérience temporelle dépend du bon fonctionnement de circuits neuronaux complexes et fragiles. Il existe aussi des mystères plus profonds, plus philosophiques. Pourquoi avons-nous une expérience subjective du temps ? Pourquoi ne traitons-nous pas simplement l'information dans l'instant présent sans créer cette sensation de durée, de flux, de passage ? Qu'est-ce que le présent ? Combien de temps dure le moment présent ? Une seconde, une fraction de seconde. Existe-t-il vraiment un présent ou n'y a-t-il qu'un passé immédiat et un futur imminent ? Et le libre arbitre ? Si nos décisions sont prises par notre cerveau avant que nous en soyons consciemment informés, si le présent que nous vivons est déjà du passé quand nous en prenons conscience, qu'est-ce que cela signifie pour notre expérience du temps, pour notre sentiment d'agir maintenant ? Ces questions vertigineuses touchent au fondement même de la conscience et nous n'avons pas de réponse définitive. Il y a également une dimension culturelle fascinante. Différentes cultures ont des rapports très différents au temps. Dans les sociétés occidentales modernes, le temps est une ressource précieuse qu'il faut optimiser, gérer, ne pas perdre. Nous parlons de gagner du temps, de perdre du temps, d'investir du temps. Dans d'autres cultures, le temps est perçu de manière plus cyclique, moins linéaire, moins pressante. Les événements se produisent quand ils doivent se produire. La ponctualité obsessionnelle n'a pas la même importance. Ces différences culturelles affectent-elles la perception de l'accélération du temps ? Les personnes vivant dans des cultures moins orientées vers l'urgence et la productivité vivent-elles le temps différemment en vieillissant ? Quelques études suggèrent que oui, mais nous avons besoin de beaucoup plus de recherches pour vraiment comprendre. Et puis il y a les expériences limites, les moments où la perception normale du temps s'effondre complètement. Les expériences de mort imminente, où certaines personnes rapportent avoir vécu toute leur vie défiler en quelques secondes, ou avoir ressenti une éternité dans un instant. Les états méditatifs profonds, où le temps semble disparaître, où la conscience existe sans durée. Les expériences psychédéliques, où le temps peut devenir complètement non linéaire, où passé, présent et futur se mélangent, où une heure peut sembler durer des années. Ces expériences extrêmes révèlent à quel point notre sens habituel du temps est une construction fragile qui peut se désintégrer ou se transformer radicalement dans certaines conditions. Et elles soulèvent la question, quelle est la véritable nature du temps ? Est-ce une propriété fondamentale de l'univers ou une illusion créée par notre cerveau ? Les physiciens eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la nature du temps. Pour certains, le temps est une dimension aussi réelle que l'espace. Il existe objectivement, indépendamment de notre perception.
Pour d'autres, le temps est une propriété émergente qui n'existe qu'à notre échelle, mais qui disparaît au niveau quantique ou cosmologique. Certaines théories suggèrent même que passé, présent et futur existent tous simultanément, que le flux du temps est une illusion, que tout existe en même temps dans un éternel maintenant. Si ces théories sont vraies, alors notre expérience du temps qui s'écoule, qui s'accélère, est doublement une illusion. Non seulement le ressenti d'accélération est subjectif, mais le temps lui-même n'existe peut-être pas de la manière dont nous le pensons. Face à ces mystères, face à ces zones d'ombre, nous devons rester humbles. Nous avons fait des progrès remarquables dans la compréhension de la perception temporelle. Nous pouvons expliquer de nombreux aspects de l'accélération subjective du temps avec l'âge. Mais nous sommes loin d'avoir résolu toutes les énigmes. Le temps reste mystérieux, fascinant, insaisissable. Et peut-être est-ce bien ainsi, peut-être que certains mystères méritent de rester mystérieux, qu'ils enrichissent notre existence en résistant à l'explication complète. Le temps et l'identité. Il existe un lien profond entre notre perception du temps et notre sens de l'identité, entre la manière dont nous vivons le temps et la manière dont nous nous comprenons nous-mêmes. Qui sommes-nous sinon une collection de moments vécus, une séquence d'expériences étalées dans le temps? Team 0.6. Notre identité personnelle dépend de la continuité temporelle, du sentiment que la personne qui se souvient du passé, qui vit le présent et qui projette dans le futur est la même. Mais cette continuité est fragile, construite, maintenue activement par notre cerveau. Quand le temps s'accélère, quand les années filent, quelque chose d'étrange arrive à notre identité. Nous nous surprenons à dire « j'ai 40 ans »,« j'ai 50 ans » et cette phrase semble irréelle, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. À l'intérieur, nous ne nous sentons pas changés, nous sommes toujours nous-mêmes, avec les mêmes doutes, les mêmes espoirs, la même façon de penser. Mais les années se sont accumulées, le temps a passé, et il y a un décalage troublant entre notre sentiment intime d'identité stable et la réalité objective du vieillissement. Ce décalage est accentué par l'accélération temporelle. Quand les années filent vite, nous avons moins le temps de nous adapter, de mettre à jour notre image de nous-mêmes. Nous restons mentalement bloqués à un âge antérieur, nous nous percevons comme plus jeunes que nous ne sommes. Et puis soudain, nous voyons notre reflet dans un miroir, où nous regardons une photo, et nous sommes choqués. Qui est cette personne? Le temps nous a pris par surprise. Il a modifié notre apparence pendant que nous ne regardions pas, pendant que nous étions occupés à vivre. Il y a aussi la question de la mémoire autobiographique. Qui nous sommes dépend largement de ce dont nous nous souvenons, de l'histoire que nous racontons sur notre vie. Mais si les années récentes ont filé sans laisser de traces mémorables, si la dernière décennie est compressée en quelques souvenirs épars, alors notre sentiment d'avoir vécu s'amenuise. Nous avons l'impression d'avoir moins d'histoire, moins d'expérience, notre identité semble plus mince, moins substantielle. C'est une forme de pauvreté existentielle, avoir vécu de nombreuses années, mais n'en avoir gardé qu'une mince pellicule de souvenirs. À l'inverse, une vie riche en souvenirs distincts crée une identité plus robuste, plus complexe. Quand vous pouvez vous retourner et voir un paysage mémoriel varié et détaillé, plein de moments significatifs, d'expériences diverses, de rencontres importantes, vous avez le sentiment d'avoir vraiment vécu. Votre identité s'enrichit de toutes ces couches de vécu. Vous devenez plus profond, plus nuancé, plus complet. Le temps rapide menace cette richesse. Il risque de transformer notre vie en un éclair, une trajectoire floue et indistincte, où peu de moments émergent vraiment. C'est pourquoi ralentir subjectivement le temps n'est pas juste une question de confort psychologique, c'est une question d'identité, de sens, de la substance même de notre existence. Il y a aussi le rapport au futur. Quand vous êtes jeune,
Le futur semble infini. Il s'étend devant vous comme un océan sans limite. Vous avez tout le temps du monde pour réaliser vos rêves, pour devenir qui vous voulez être. Mais quand le temps s'accélère, quand vous réalisez que les années filent, le futur semble soudain fini, limité, précieux. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, anxiogène, elle peut générer une urgence, un sentiment qu'il faut se dépêcher, qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais elle peut aussi être libératrice. Quand vous réalisez que le temps est compté, que chaque jour est précieux, que vous ne pourrez pas tout faire, vous êtes forcé de choisir, de prioriser, de décider ce qui compte vraiment. Et ce choix, cette clarification, peut vous mener vers une vie plus authentique, plus alignée avec vos valeurs profondes. Le philosophe Heidegger parlait de l'être vers la mort, l'idée que c'est notre conscience de la finitude, de notre mortalité, qui donne du sens à notre existence. Si nous vivions éternellement, rien n'aurait d'urgence, rien n'aurait de poids, nous pourrions toujours remettre à plus tard. Mais parce que nous savons que le temps est limité, que nous mourrons, chaque moment prend une valeur, chaque choix a des conséquences. L'accélération du temps, en nous rappelant cette finitude, peut nous réveiller, nous sortir de l'automatisme, nous forcer à vraiment vivre. Mais cela demande d'accepter quelque chose de difficile. Accepter que nous vieillissons, que le temps passe, que nous approchons de la fin. Notre culture a souvent du mal avec cette acceptation. Elle valorise la jeunesse, nie la mort, cherche à arrêter le temps. Mais peut-être y a-t-il une sagesse différente possible. Une sagesse qui accepte le flux du temps, qui s'incline devant son passage, qui trouve de la beauté dans l'impermanence. Les fleurs de cerisier sont belles précisément parce qu'elles ne durent que quelques jours. Leur éphémère leur donne leur valeur. De même, notre vie est précieuse parce qu'elle est temporaire, parce que le temps nous est compté. Et peut-être que ralentir le temps subjectif, enrichir nos jours de présence et de nouveauté, est une façon d'honorer cette finitude. Non pas pour la nier, non pas pour faire comme si nous avions tout le temps, mais au contraire pour mieux l'habiter, pour vivre plus pleinement le temps qui nous est donné. C'est transformer la quantité en qualité, les années en moments, la durée en profondeur. C'est choisir de vivre intensément plutôt que longuement, ou plutôt de vivre intensément pour que même une vie de durée limitée semble vaste en mémoire. Car au final, ce n'est pas la durée objective qui compte, c'est la richesse du vécu, la densité de l'expérience, la profondeur des moments. Une vie de 100 ans vécue en surface peut sembler plus courte qu'une vie de 50 ans vécue pleinement. Le temps ne se mesure pas seulement en années, il se mesure en conscience, en présence, en souvenirs qui comptent. La nuit s'approfondit autour de vous. Votre respiration se fait plus lente, plus régulière. Ce voyage à travers le temps, cette exploration de sa nature changeante, de son accélération, de ses mystères, touche peut-être à quelque chose d'essentiel. Le temps est ce qui nous traverse, ce qui nous constitue, ce qui nous emporte. Nous sommes des créatures temporelles, façonnées par le passé, habitant le présent, nous projetant vers le futur. Et la manière dont nous vivons le temps détermine en grande partie la qualité de notre existence. Peut-être qu'en comprenant mieux pourquoi le temps s'accélère, en prenant conscience des mécanismes, en adoptant des stratégies pour ralentir cette fuite, nous pouvons reconquérir un peu de cette lenteur perdue. Non pas pour arrêter le temps, cela reste impossible, mais pour l'habiter plus pleinement, pour créer plus de moments qui méritent d'être vécus, pour tisser une vie riche en mémoire. Et maintenant, alors que vous glissez doucement vers le sommeil, laissez ces pensées se dissoudre. Le temps peut s'accélérer, mais ce moment présent, cet instant de repos, de transition vers le sommeil, existe hors du temps ordinaire.
C'est un moment suspendu, ni vraiment l'éveil, ni vraiment le sommeil, un entre-deux où la conscience flotte, dérive. Dans cet espace, le temps n'a plus d'emprise, il n'y a ni passé, ni futur, seulement ce doux glissement, ce lâcher-prise progressif. Demain viendra, avec ses heures et ses minutes, ses obligations et ses routines. Mais pour l'instant, laissez tout cela s'éloigner, disparaître dans le silence. Vous avez tout le temps, ou plutôt, vous n'avez plus besoin de temps. Vous existez simplement, présent et absent à la fois, conscient et inconscient. Le temps des enfants, si lent et si riche, ce temps existe encore quelque part en vous, dans vos rêves peut-être, dans ces moments rares de présence totale. Et peut-être que demain, ou un autre jour, vous retrouverez un peu de cette lenteur, en étant pleinement présent, en accueillant la nouveauté, en habitant vraiment vos moments. Mais pour l'instant, laissez-vous porter, laissez le temps se dissoudre, laissez votre esprit dériver vers les rivages du sommeil. Les heures qui filent, les années qui s'accélèrent, tout cela n'a plus d'importance maintenant. Il n'y a que cette respiration, ce corps qui s'alourdit, cette conscience qui s'estompe doucement. Et dans vos rêves, peut-être que le temps redeviendra lent, élastique, infini. Peut-être que vous retrouverez ces étés d'enfance qui n'en finissaient pas, ces journées vastes comme des océans. Ou peut-être que vous traverserez des paysages où le temps n'existe pas du tout, où passé et futur se mêlent, où tout est présent simultanément. Dormez paisiblement, laissez le temps vous bercer, vous porter, vous traverser sans résistance, et que vos rêves vous emmènent dans ces espaces hors du temps, où la conscience flotte libre, où rien ne presse, où tout existe dans un éternel maintenant. Si ce voyage à travers le temps vous a touché, si cette exploration vous a accompagné doucement vers le repos, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Bonne nuit et que le temps de vos rêves soit vaste, profond, infini.